Alors, la consolidation des comptes pour les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme placée à la tête du groupe, doivent indépendamment de leur compte annuel établir et publier des comptes consolidés. Cette obligation va dépendre de l'étendue du contrôle qui sera exercé par la société dominante sur les autres sociétés du groupe. Alors, la consolidation des comptes, c'est-à-dire que la société mère et ses filiales, donc chacun va tenir une comptabilité particulière. Et par la suite, ils vont tenir une comptabilité générale, ce qu'on appelle à la fin des comptes annuels, donc ce qu'on appelle la consolidation des comptes. Alors, il y a deux sortes de contrôle. Il y a le contrôle exclusif qui s'opère par diverses formes exclusives conjointes ou bien on a ce qu'on appelle l'influence notable. Alors, on va voir ce que c'est un contrôle exclusif. Donc, ça s'opère par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre société. Un contrôle de droit, comme on l'a dit, donc quand on dit un contrôle de droit, je crois qu'on l'a expliqué dans les autres slides, c'est-à-dire il y a une réglementation juridique, donc auquel on se réfère dans les articles, ou la désignation pendant deux exercices sociaux successifs de la majorité des membres des organes d'administration ou de conseil de surveillance dans une autre société. Alors, donc ça se passe avec les membres des organes d'administration ou que ce soit de la même société ou bien dans les sociétés avec laquelle il y a une consolidation des comptes. Alors, ou soit droit d'exercer une influence dominante sur une société en vertu d'un contrat ou de clause statutaire. Alors, je vous rappelle que quand on a un contrôle de droit, c'est-à-dire c'est établi et un certain taux. Donc, quand on arrive à ce franchissement de seuil, quand on l'a dit 50 plus 1, donc on détient le contrôle. Quand on dit une influence dominante, c'est-à-dire ça ne dépasse pas 20%, d'accord? Dans les participations entre les sociétés. Alors, un contrôle de droit, c'est un contrôle qui est exclusif et absolu, bien sûr. On détient la majorité du contrôle, d'accord? Alors, le contrôle conjoint résulte du partage de contrôle d'une société exploitée en commun, c'est-à-dire il y a des sociétés qui exploitent la même filiale, d'accord? Et bien sûr, des décisions qui vont résulter de leur accord avec l'unanimité de tous les actionnaires, que ce soit des deux sociétés qui ont exploité, par exemple, cette filiale. Il y a un contrôle conjoint. Alors, l'influence notable, comme on vient de le citer, donc ça se résume, soit on a des participations, directement, que ce soit directement ou indirectement, ça ne dépasse pas 20%. Donc ça vous permet, quand on a 20%, ça vous permet également d'avoir des droits de vote. Alors, obligation légale d'information, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, c'est-à-dire en commun, c'est-à-dire il y a un accord unanime de concert qui vient à posséder plus du 20e, 10e, 5e, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire, et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé ou figurant au relevé quotidien du hors-code, doit informer cette société du nombre total d'actions que celle-ci qu'elle possède. Alors, là, donc pour l'obligation légale d'information, c'est-à-dire là, on va revenir aux participations. Alors, dès qu'on a, que ça soit une personne physique ou bien une société ou bien donc du moment qu'il détient un certain pourcentage qui est déterminé par la loi,
d'accord, et on vient de les citer, d'accord, doivent informer l'autre société sur laquelle il y a eu un dépassement des participations. Donc, quand il y a un dépassement, donc la société doit régulariser sa situation, ou bien tout simplement, c'est-à-dire que l'autre société a un certain droit, donc elle a une influence et elle va bien sûr donc avoir un certain contrôle sur l'autre société. Donc tout est réglementé à la loi et tout est donc les seuils sont déterminés. D'accord? Alors, ça dépend, est-ce qu'on a une société cotée ou elle n'est pas cotée? Quand on n'est pas coté, donc il n'y a pas de problème qui est... Donc, tout simplement, il faut avertir l'autre société. Mais quand la société, elle est cotée, elle fait appel public à l'épargne, elle doit informer le gendarme de la bourse, doit informer l'autorité marocaine des marchés de capitaux. Donc, succinctement, on l'appelle la MMC. Alors, information des associés. Alors, information des associés, bien sûr, donc c'est une information qui est obligatoire dans toutes les sociétés commerciales, que ce soit coté ou pas coté. Alors, dès l'instant où la participation atteint 5% du capital d'une autre société, cette information est particulièrement détaillée lorsque la participation excède 50%. Alors, détaillée, c'est-à-dire on revient tout simplement au code de société. Alors, donc, quand on dépasse donc le minimum 5%, dès qu'on le franchit, donc l'information des associés devient très obligatoire. Normalement, quand on est dans une société qui n'est pas cotée, l'information elle est obligatoire. Quand on est dans une société cotée, l'information elle est renforcée. D'accord? Alors, comme le cas des commissaires aux comptes, pour les sociétés qui ne sont pas cotées, donc on peut se contenter d'un seul, mais quand on est coté, on fait appel à deux, minimum deux. Alors, information des salariés. Alors, comment ça se fait? Par un comité du groupe ou bien un comité d'entreprise. Alors, comité du groupe assure aux représentants du personnel une représentation en degré supérieur à chaque société. Donc, communication, bilan consolidé. Donc, ça, donc, normalement, quand on informe les salariés, ce sont des salariés, d'accord, qui ont un certain pourcentage dans la société. Qu'on vient de le signaler donc dans les slides précédents, tout simplement quand il y a un actionnariat. Alors, donc l'information des salariés elle devient également obligatoire. Pour le comité d'entreprise, alors dans certains cas, le comité d'entreprise doit être consulté en cas d'acquisition, de cession des filiales marocaines ou étrangères. D'accord? Alors, dès qu'il y a une opération quelconque, donc le comité d'entreprise doit être en avisé. Alors, les dirigeants doivent lui en indiquer les motifs et doivent également informer de toute prise de participation dans la société dont ils auraient connaissance. Alors, les conséquences directes, ces règles ont une conséquence directe, premièrement sur les valeurs composées. C'est tout à fait normal quand on est une société cotée ou bien qui n'est pas cotée. Donc, ces conséquences, il y a une influence, c'est-à-dire il y a parfois des changements quand il y a un changement d'opération, qu'il y a un changement de la société, etc. Donc on arrive à parfois à travailler sur des valeurs composées. Alors, le régime fiscal des groupes de sociétés, bien sûr, ça dépend de la situation de la société. Est-ce que c'est une société qui est cotée? Est-ce que c'est une société qui n'est pas cotée? Et on parle également du changement. Est-ce que c'est une SARL ou bien c'est une SA? D'accord? Alors, l'information, donc, elle est obligatoire au JAL. D'accord? Au journal d'annonce légale.
Alors, le changement significatif dans la répartition du capital social, c'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a un changement de société, lorsqu'il y a un changement des actionnaires, donc la répartition du capital elle n'est pas la même. Donc, il y a des nouveautés, donc soit plus, donc il y aura plus de participation certainement. Alors, incompatibilité diverse, c'est-à-dire concernant le commissaire aux apports ou bien le commissaire aux comptes, il ne peut pas travailler, il ne peut pas, c'est-à-dire assurer un contrôle dans la même société alors qu'il est actionnaire, ou bien un de ses membres de sa famille détient un certain pourcentage, ce qu'on appelle incompatibilité, ou bien lui-même il est actionnaire comme je viens de le citer. Alors, le contrôle des opérations sur les titres effectués par les initiés pour les dirigeants de société. Alors, quand il y a un contrôle de la MMC sur la plateforme électronique Millennium à la SBVC, donc la Société de Bourse des Valeurs de Casablanca, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, les initiés, c'est-à-dire où on a opéré, qui avait donc une information privilégiée qui a été, je dirais, c'est-à-dire n'a pas été gardée secrètement par les dirigeants. Alors là, on va tomber dans ce qu'on appelle le délit d'initié ou bien dans les infractions boursières. Alors, la domiciliation des filiales, donc il y a un contrôle de domiciliation qui n'est pas parfois non exigé, mais mais qu'il faut faire attention quand il y a un cumul de fonctions. Alors, on passe aux structures du groupe. Donc, la création d'un groupe de sociétés suppose la mise en place de structures juridiques destinées à composer, qu'il s'agisse de la société mère ou des filiales. Alors, on va voir les structures du groupe. Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc on travaille dans les groupes de sociétés, c'est-à-dire relations, interactions, société mère et ses filiales. Alors, quand on est dans un groupe de sociétés, il y a une autre appellation qui est très connue, ce sont les sociétés holding. Alors, les liens entre les sociétés d'un même groupe reposent sur l'existence d'une société chef de file ou société mère qui détient directement ou indirectement des participations dans diverses sociétés. Là, on vise bien sûr les filiales qui lui sont subordonnées, qui sont ses filiales. Ce qu'on appelle, donc il y a des liens de subordination, il y a des participations qui sont directes ou bien des participations réciproques. Alors, le holding ou bien la société mère, donc elle a un rôle industriel et financier. Donc, et parfois, ça reste un rôle exclusivement financier. Alors, parmi les holdings, on a ce qu'on appelle les holdings financiers. Les holdings financiers, ils sont sous la même entité juridique. Donc, un conglomérat d'entreprises exerçant leurs diverses activités dans des domaines multiples et variés. Mais ils sont reconnus avec l'appellation financier, c'est-à-dire purement financier. Pour les holdings de famille, ce choix représente plusieurs intérêts. Alors, permet de regrouper les héritiers, de favoriser le rachat des titres de ceux qui veulent se retirer et permet d'obtenir des liquidités nécessaires au paiement des droits de mutation. Alors, les holdings de famille, on les trouve souvent au Maroc. La plupart des sociétés marocaines qui sont cotées en bourse ou bien qui ne sont pas cotées, mais qui ont de grandes envergures et la plupart du temps ce sont des sociétés anonymes et ce sont des sociétés de famille. Parfois on trouve des sociétés, beaucoup de salles, énormément, parce que le tissu marocain, donc la plupart sont basés, donc on trouve que des salles. Alors, si un des héritiers ou bien un des actionnaires favorise par exemple de se retirer de la société, donc les autres actionnaires, ils ont le droit de rachat des titres en premier, en priorité.
Donc, c'est-à-dire que les tiers n'ont pas un certain, c'est-à-dire ne peuvent pas accéder à la société ou bien acquérir des actions facilement. D'accord? Il y a parfois des clauses qui se font dans les statuts pour qu'il n'y ait pas pour faire face à l'intrusion des tiers. Alors, le holding de rachat, les prises de participation importantes inférieures à 50% du capital ou les prises d'entreprise, se sont réalisées par l'intermédiaire de sociétés holding. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, parfois pour souhaiter, pour avoir le contrôle, donc on essaie de plus en plus, chaque fois, d'obtenir des participations. Lorsqu'on arrive à un certain chiffre, donc on détient une majorité. Alors, la création d'un holding en vue d'un rachat de société combinée avec l'application du régime de l'intégration fiscale permet aux reprenants de reprendre le contrôle ou une entreprise avec un apport personnel aussi limite que possible. Le holding s'endette au maximum. Alors, donc, c'est-à-dire pour les holdings de rachat, donc la situation doit être vraiment être faite vraiment d'une manière qui est vraiment très rationnelle. Alors, si on arrive donc qu'à racheter des sociétés, et par la suite, il y a un dépassement, bien sûr, surpassement du contrôle. Donc, alors, dans ce cas, donc, il faut faire attention pour que ces sociétés de holding régularisent leur situation. Alors, la forme juridique du holding et de la société mère, ce choix, donc l'objectif primordial, donc on a la société mère qui normalement, elle devrait garantir la stabilité des dirigeants et la conservation du pouvoir. D'accord? Alors, l'objectif par la société mère est d'assurer le contrôle du pouvoir, accumuler donc les dividendes en vue de nouvelles opérations financières. Donc, la forme les plus utilisée, c'est la société anonyme ou bien la société en commandite par action. Alors, c'est-à-dire ces deux sociétés, ce sont les seules qui peuvent être cotées en bourse. D'accord? Alors, ça, on ajoute la société anonyme simplifiée et qui a évidemment une grande liberté contractuelle. Donc, pour les holdings, ils ont le choix d'opter pour ces sociétés commerciales. Alors, pour la forme juridique des filiales, les filiales du groupe peuvent être en réalité adoptées toutes les formes juridiques. Domiciliation des filiales du groupe. Alors, le siège des filiales d'un groupe peut être installé dans les locaux de la société mère ou toute autre société du groupe. Alors, et la réciprocité, elle est correcte, c'est-à-dire la société mère peut être parfaitement domiciliée dans les locaux de ses filiales et vice-versa. En particulier, si les associés sont des personnes physiques ainsi bien que des holdings de famille comme support une société civile. Alors, en particulier, la gestion et le fonctionnement interne de la société, sans faire abstraction modalités de cession de droits sociaux. Alors, tout dépendra de la nature agricole, industrielle, artisanale et commerciale des investisseurs et de le nombre des participants. Donc, toute forme de société commerciale est correcte, donc que ce soit une SARL, une CNC, une SA, une SCA ou bien une SAS. Alors, concernant les modalités de cession de droits sociaux, tout simplement, c'est-à-dire que cette domiciliation ne peut pas affecter les modalités de cession des droits sociaux, bien la gestion et le fonctionnement interne. Quand je dis les modalités de cession de droits sociaux, c'est tout simplement le transfert des titres d'un actionnaire à un autre actionnaire. Alors, ces accords sont des contrats qui obéissent aux principes du régime de droit commun.
Alors, quand on dit un régime du droit commun pour les contrats appliqués aux contrats de l'entreprise, d'un point de vue juridique, l'activité de l'entreprise se traduit par la conclusion de contrats. Celle-ci débute, par exemple, le premier jour où les associés décident de s'associer, puisqu'il permet de constituer une société et un contrat. La société, en premier lieu, c'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes. Ça, la définition du DOC, donc c'est la définition du droit commun. Il est important que le droit commun des contrats s'adapte à la vie des affaires. Donc pour démarrer, on a généralement besoin de locaux qui feront encore l'objet de contrats, par exemple de location d'achat. Pour la main-d'œuvre, on va avoir des contrats de travail. Il va falloir conclure des contrats de leasing et il faudra faire un contrat d'ouverture de compte pour la banque. Ensuite, on passe aux actes de gestion qui sont également des contrats avec les fournisseurs et les clients. Alors, lorsqu'on met en point de tels accords et surtout lorsqu'on exécute, il faut prendre soin d'éviter de donner aux tiers l'impression que les sociétés qui participent ont constitué entre elles une société de fait. Ce sont des accords tendant à unir les efforts de deux ou plusieurs sociétés en vue d'un ou plusieurs objectifs. Donc ces accords entre les sociétés, donc c'est une chose qui est vraiment très habituelle. D'accord ? Et bien sûr, d'un autre côté, sur le plan juridique, donc ces accords donnent une impression forte pour les tiers que la société n'est pas du tout fictive. Alors en effet, dans ce cas, les tiers sont alors en droit de demander à chacune des sociétés participantes le paiement indéfini et solidaire des tiers. Alors, de surcroît, le créancier impayé peut établir l'existence d'une société de fait et n'a qu'à prouver au regard de l'apparence extérieure qu'il y a eu un comportement de la société qui est apparemment fautif. Alors, c'est une sorte de contrat entre les sociétés. Et donc, c'est une sorte de preuve pour les tiers. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à établir les liens, ou bien on n'arrive pas à être payé, ben, tout simplement, donc, il faut voir et prouver que la société, c'est une société de fait, d'accord, et elle n'est pas donc une société de droit et qu'elle n'a pas été constituée illégalement. Alors, on passe à un autre chapitre. C'est un autre titre. Les opérations des groupes de sociétés, les fusions et les scissions. Alors, il y a plusieurs opérations parmi lesquelles on va traiter les trois premières. On a les fusions, les scissions, les fusions, absorptions. Alors, pour les fusions et les autres opérations, donc la fusion peut être définie par l'opération par laquelle plusieurs sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule. Donc c'est la fusion. Donc deux sociétés vont fusionner et constituer une seule société. La fusion peut résulter soit la création d'une société nouvelle par plusieurs sociétés existantes, soit l'absorption d'une société par une autre. Il y a scission lorsque le patrimoine d'une société scindée ou démembrée se divise en plusieurs fractions dont chacune forme le patrimoine d'une société nouvelle. La fusion, alors ça, il y a plusieurs typologies de fusion. Donc on récapitule, donc il y a la fusion par la création d'une société nouvelle, c'est-à-dire on crée une société nouvelle et on va la fusionner avec l'ancienne. Soit on va absorber, c'est-à-dire par une. Donc on absorbe, c'est-à-dire on a déjà une société, d'accord, existante, et on va l'absorber, c'est-à-dire on va la mettre dans le même rôle. Il y a scission lorsque le patrimoine d'une société scindée ou démembrée. Il y a une fusion-scission.
c'est-à-dire il y a démembrement du patrimoine. Fusion-scission, lorsqu'une société apporte à son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou participe avec celle à la constitution de sociétés nouvelles, c'est ce qu'on appelle la fusion-scission, donc c'est une combinaison entre les deux formules. Alors pour les opérations financières, donc il faut absolument passer par des méthodes d'évaluation des sociétés. Donc l'évaluation doit porter sur les sociétés dans l'ensemble des éléments individuels constituant l'actif et le passif. Les méthodes d'évaluation sont multiples, donc ça dépend normalement quand c'est pas une société cotée. Il y a des méthodes d'évaluation, mais quand la société elle est cotée, il y a la présence, une présence du contrôle de la MMC, Autorité marocaine des marchés de capitaux, qui fait ses recommandations sur des critères à retenir. En principe, l'emploi de plusieurs critères d'évaluation est nécessaire. Chaque critère doit représenter une approche différente du problème. Ces critères retenus doivent être significatifs et bien sûr l'emploi, donc il y a des abattements forfaitaires, des moyennes, des ratios, des coefficients de pondération et écartés comme étant de nature à fausser l'appréciation des actionnaires. Donc les méthodes d'évaluation donc doivent être correctes et ne doivent pas, tout l'ensemble des actionnaires ne devront pas être lésés. Alors les méthodes d'évaluation de la MMC, ce sont des résultats d'évaluation financière selon les méthodes d'évaluation connues, comme les comparables boursiers, d'accord, donc on a les comparables boursiers, on a également l'actualisation des flux de trésorerie. On a bien sûr l'actif net réel et qui se trouve au niveau des documents d'information des émetteurs lors des IPO, donc surtout dans les introductions parfois en bourse. Alors il y a donc pour se référer, donc il y a le site de la MMC www.amc.ma, d'accord, espace émetteur, document d'information pour toute fin utile. Chaque fois que la valeur réelle des droits sociaux de la société absorbante excède le montant nominal, la différence entre la valeur des biens reçus au titre de la fusion et le montant de l'augmentation du capital de la société absorbante doit être portée au passif du bilan et un compte de prime de fusion. Alors, donc c'est ce qu'on va voir dans la détermination des parités. Donc la valeur globale de chaque action donc, doit être divisée par le nombre d'actions ou de parts composant le capital, de telle sorte que soit déterminée une valeur unitaire à chaque titre. Le rapprochement de ces valeurs unitaires donne une parité théorique, voire une parité d'échange de titres, est alors que le rapport d'échange définitif peut être arrêté. Donc la parité retenue résulte du nombre des actions nouvelles émises par la société absorbante en nouvelles en vue de leur attribution aux actionnaires de la société absorbée ou scindée. Alors c'est la spécialité surtout des financiers, donc qui effectuent comme vous des gestionnaires par la suite qui effectuent ce sorte d'opérations. Alors, on passe à l'exécution des opérations de groupe. Donc, on a des fusions. Donc, on passe sur le côté pratique pour la société absorbée et la société absorbante. Bon, pour la société absorbée, il y a premièrement la décision des associés. Donc, cette décision est prévue pour la modification des statuts. Il convient d'appliquer des règles propres à chaque société. Donc, il y a des règles particulières à respecter, surtout que dans les SA et les sociétés en commandite par action qui peuvent être seulement cotées en bourse. Intervention du commissaire aux comptes, elle est obligatoire, surtout dans toutes les sociétés. Ces commissaires à la fusion doivent établir et présenter aux actionnaires ou associés de la société deux sortes d'apports. Il y a la valeur des apports en nature, les modalités de la fusion et concernant la consultation des obligataires, des nécessaires et les porteurs de certificats d'investissement